Y a-t-il des dossiers intéressants dans les actions que vous m'avez demandé sur YouTube et Telegram? Vous pouvez rejoindre le canal Telegram via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Donc on va regarder ici toutes les actions qui m'ont été demandées pour analyse. On va passer en revue comme d'hab les colonnes, symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US puisqu'on n'a pas en euros ici, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, multiple de valorisation par rapport donc, au flux, valeur entreprise sur EBITDA, ratio court bénéfice, ratio court fait cash flow, type de valorisation par rapport aux actifs tangibles, rendement du capital investi, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle, et ici rendement des fonds propres, qui est une rentabilité plutôt financière. Le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. Première entreprise de la liste qui m'a été demandée, c'est Tenaris. Donc Tenaris, c'est le Vallourec italien. Donc ils font aussi des tubes en acier pour tout ce qui est plateforme pétrolière et gazière. Donc on est quand même sur une large cap, quasiment 20 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a une bonne croissance. On profite du cycle de la reprise du cycle pétrolier sur les 5 dernières années. 6 en VE sur l'UDA, donc ça reste très peu cher. 11 en PE, 9 en price to free cash flow. Donc c'est pas cher du tout. Tenaris de mémoire, elle est dans le fond, soit dans le fond Europe Small ou Mid de mémoire. Donc voilà, c'est que c'est une bonne entreprise value d'après les critères de indépendance AM. On est sur 11,5 en rendement et capital investi. C'est une bonne rentabilité pour une société intensive en capital. Cash net sur le dossier, très bien, un dividende à 5,3% qui est bien soutenu par, bien couvert par les free cash flow. Donc Tenaris, ça reste très intéressant, hein, très très intéressant. Tout comme du Vallourec d'ailleurs, tout comme en Espagne, on a Tubacex qui est aussi intéressante dans cette industrie-là. Voilà. Donc on va peut-être profiter de la reprise des investissements des pétroliers, on va peut-être profiter de la reprise des prix de l'acier aussi également. Donc il y a des catalyseurs pour ce genre de dossier. Attention que ça va être quand même volatile. Donc moi je ne pense pas que ce soit pour un profil rentier puisque c'est quand même volatile, même si le dividende a l'air élevé. C'est plutôt pour un profil value. Ensuite, on est sur Noble Corporation. Là, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'exploitation pétrolière. En fait, le drilling, enfin, on va dire le drilling, on va dire, c'est le forage pétrolier. Donc, c'est une entreprise américaine, 4 milliards de dollars de market cap, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 5 en VE sur EBITDA, 9 en PE, 16 en price to free cash flow. Donc, j'ai l'impression qu'il faut encore pas mal de croissance organique. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc ils réinjectent du cash dans les activités pour faire de la croissance, ce qui est très bien. Donc, c'est value. On est décoté par rapport au flux et on est même décoté par rapport aux actifs tangibles. Vous avez 10% de décote. Après, il faut aller voir de quoi sont constitués ces actifs tangibles. Mais comme on est dans le forage pétrolier, j'imagine que c'est il y a tout l'équipement qui permet de faire le forage, du stock, etc. Donc, à mon avis, ils ont une vraie valeur, hein, ces actifs tangibles. 11,5 en rendement des capitaux investis. Pareil, c'est excellent hein, pour une entreprise qui est intensive en capital. On est à 1,2 fois les EBITDA en dette nette. Donc, le levier n'est pas trop lourd. 7,4% de rendement du dividende. C'est un rendement qui est quand même intéressant. Toutefois, on en a payé une partie à crédit puisque les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc, attention. Là, pareil, je pense que c'est intéressant. D'un point de vue value, pas d'un point de vue rentier. Je pense que c'est trop cyclique pour qu'un rentier soit tranquille avec ce genre d'action. Mais pour un investisseur value, ça peut être intéressant, même d'avoir un dividende comme ça. On peut le réinjecter dans l'entreprise, dans l'action pour ensuite accumuler le capital. Donc, bon petit dossier également, je pense, ça sera un peu cyclique, mais les multiples sont très bas. Ensuite, on va demander TF1. Donc TF1, bon, j'ai déjà couvert plusieurs fois. Là, pour le coup, c'est un profil de dividende, hein. On est sur 6,9% de rendement du dividende. Le payout ratio, alors il est à 61%. Attention que les free cash flow sont un peu plus bas que les bénéfices nets. On reste en dessous de 80%. Donc le dividende, il ne va pas augmenter beaucoup plus. On a de la marge en plus en termes de cash pour le distribuer, même si temporairement les free cash flow sont un peu bas. Donc ce dividende, pour moi, il est bien assuré. Et l'action est très peu volatile. Et après, c'est mou, hein, le TF1, il n'y a pas trop de potentiel de croissance, hein. 1% de croissance des chiffres d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas grand-chose. On est à 4 en VE sur EBITDA, donc c'est très peu cher. 10 en PE, 13 en price to cash flow, voilà, ça se paye pas très cher, bonne rentabilité. Si je dis pas de bêtises, Bouygues, la maison mère de TF1, se renforce. Donc ça va tirer un petit peu le cours vers le haut. Mais là, on est plutôt sur un dossier complètement dividende, hein, et c'est pas très volatile, donc c'est intéressant, hein. C'est le genre d'action, si par exemple vous voulez, si vous n'êtes pas en PEA, si vous êtes un fonds de titre, vous avez un broker qui vous le permet, c'est le genre d'action sur lequel vous pouvez vendre des options call couvertes du coup, et ça vous donne une rentabilité, ça vous donne un 1% de rendement supplémentaire peut-être à la louche. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment un support dividende TF1.
Alors Vielle et compagnie. On m'a demandé de regarder Vielle et compagnie. J'ai dit plusieurs fois que c'était plutôt une action, on peut pas l'analyser trop, avec, quantitativement comme ça, parce qu'en fait, il faut aller analyser les participations de Vielle. Ils ont Bourse Direct et ils ont Compagnie Financière Tradition, qui fait du courtage interbancaire et qui a des participations dans d'autres sociétés. Bon, moi, ce que je vous invite à faire, sans aller creuser trop ce dossier-là, dans cette vidéo. Bon, on voit qu'on a vraiment des fonds propres qui est à 25, c'est très bien. C'est une financière, hein. On est en -10 en PE, c'est très peu cher. Je vous invite à aller sur, ici, le forum des 2 Basses. Donc, c'est un forum que je regarde de temps en temps. Moi, je suis pas abonné, mais il y a certains titres qui sont, visibles, en public et donc, vous avez une file très intéressante sur Vielle et compagnie. Ils vous détaillent le calcul et ils vous disent qu'ils ont, un cours cible sur Vielle et compagnie à 19 €. Comme c'est une holding, il y a une décote de holding de 25. Donc ça, c'est la décote moyenne qu'ils observent sur la holding. Donc ils ont évalué l'actif net réévalué de cette entreprise, de Vielle et compagnie, et ils ont appliqué la décote. Donc voilà, vous avez le calcul ici. Lisez cette file-là, elle sera plus instructive que ce que je dirais dans la vidéo. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça reste très décoté et très rentable. Un bon petit dividende en plus, donc bien couvert par les free cash flow et les bénéfices nets. Donc très bien. Ensuite, on passe à Synzam, donc nouvelle ligne dans le fonds Europe Small d'Indépendance AM. C'est une entreprise qui fait de l'optique en Suède. Donc on est sur une mid-cap, 851 millions de dollars de market cap, 11,5 de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pas mal. Il y a un bon fonds de croissance. C'est un peu chèrement valorisé comparé aux autres lignes qu'on a vues précédemment. C'est, on va dire, plutôt une boîte, pour moi, une croissance à prix raisonnable. C'est pas très cher payé non plus, hein, donc intéressant. On est sur un rendement des capitaux investis à 11,3%, bonne rentabilité, moins d'une fois les l'EBITDA en dette nette, donc il y a pas trop de dettes. Un dividende à 3,2% qui est bien soutenu par les free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc Synzam, voilà, c'est le type de dossier tout à fait intéressant. On est sur du du retail. Donc la vente de taille spécialisée, donc il y a du pricing power, hein, en optique. Donc intéressant d'aller, à mon avis, lire un rapport financier de cette belle, petite société suédoise. Alors ensuite, Lumibird, ça a longtemps été une star de la bourse parce que bon, ils font du laser, donc technologie de pointe. Je crois qu'il y a eu quelques déceptions sur des publications et alors hop, le site il est là, hein, ils font des, voilà, des lasers, spécialisés. Ils travaillent aussi, bah, tiens, pour l'armée, ils travaillent, pour, pour les géomètres, dans l'industrie. Ils doivent faire aussi donc pour le médical, hein, ils font aussi, ils font des lasers. Ils doivent faire aussi des lasers pour, les, peut-être, la chirurgie réfractive pour la myopie, bref. Donc assez diversifié, technologie de pointe. On est sur une mid cap maintenant, 500 millions de dollars de market cap, 13,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc la croissance reste forte. Les multiples sont élevés, hein, quand même sur Lumibird, là, 23 en VE sur EBITDA, 84 en price earning et 42 en price of cash flow. Si la croissance était à 20%, j'aurais dit: «Bon, ben tant pis, les multiples sont élevés», mais bon, comme il y a une forte croissance, les multiples forward, c'est-à-dire avec les estimations des EBITDA dans 12 mois, bah, ils seront bas. Mais là, à mon avis, il y a pas assez de croissance pour qu'on justifie des multiples comme ça, à moins que sur la dernière année, on ait une forte croissance, mais je trouve ça un peu cher. Je trouve ça quand même un peu cher. La rentabilité est pas encore énorme, mais ça veut dire aussi que, si la rentabilité est pas énorme et qu'il y a une forte croissance, c'est-à-dire que le marché est en très forte croissance et que la concurrence est mieux positionnée. Parce qu'en fait, quand on est bien positionné, quand on a les meilleures parts de marché, quand on a bien descendu la courbe d'expérience, on a les coûts les plus bas, on a normalement une bonne rentabilité. Pour moi, une bonne rentabilité sur ce genre de domaine, c'est à minimum 8 à 10% de vraiment les capitaux investis. Ici, c'est pas le cas. Ça veut donc dire que la société est encore en train de lutter dans un marché compétitif. Elle n'est pas assez rentable pour que sa part de marché, enfin, sa part de marché, à mon avis, n'est pas assez élevée pour que sa rentabilité soit aussi faible. Donc méfiance quand même sur l'Umibird, hein. À mon avis, c'est même si ça croît fort, ils sont quand même, un peu, cornérisés dans ce marché, quoi. Bon, ça, c'est que mon avis, je peux me tromper évidemment. 2,4 fois l'EBITDA en dette nette, donc il y a un petit peu de dette quand même. Pas de dividende de verser, c'est normal, c'est une société de croissance. Donc l'Umibird, je sais pas, enfin, peut-être à réserver à des spécialistes. Moi, je pense qu'un particulier qui connaît pas le domaine et qui n'a ou alors si vous voulez aller là-dessus, il faut vraiment, faire le taf, hein. Vous devez télécharger tous les rapports financiers, vous devez regarder la taille du marché, vous devez regarder aussi les concurrents et vous devez estimer, quelle est la part de marché de l'Umibird face aux concurrents. Si elle n'a pas une part de marché leader, si elle est pas dans le top 2, on va dire, à mon avis, il vaut mieux passer son tour parce qu'elle est trop mal positionnée. Ce n'est comme on a dit et je peux me tromper. Alors Eurea, on est sur une boîte qui fait du recyclage. Hop, ici, ils font du recyclage de pas mal de choses, hein, des produits non ferreux, produits dérivés de pétrole, de l'huile,
Ils font du PVC aussi en recyclage, du caoutchouc, et cetera, la chimie, la pharmacie. Donc bon, beh, ça, c'est un dossier, économie circulaire, hein, c'est intéressant. Microcap, alors attention, enfin microcap, même nano-cap. Non, microcap, allez, on va dire. Attention, sur le microcap, on n'a pas un même niveau de gouvernance sur les small et mid-cap. Donc, quand on va sur ce genre de dossier, il faut aller absolument donc lire les rapports financiers, mais ça, c'est comme d'habitude sur tous les dossiers sur lesquels on veut investir. Ensuite, on va regarder les conventions réglementées. Souvent, sur les petits dossiers comme ça, il y a le manager fondateur qui peut se mettre des conventions réglementées, c'est-à-dire qu'il a des contrats entre une de ses sociétés et la société qui est cotée. Et parfois, ça peut être en défaveur de l'actionnaire minoritaire. Donc, il faut absolument vérifier l'alignement des intérêts sur ces petits dossiers. Parce que il y a pas d'organe de gouvernance qui vient un peu mitiger, réduire ce risque-là. Donc on est complètement à la merci des décisions du dirigeant. Allez, ensuite on est sur, une croissance qui est à 5,8, c'est pas mal et 1,7 fois l'EBITDA en dette nette. Donc 2 fois l'EBITDA en dette nette, bam, 2 fois la valeur d'entreprise sur l'EBITDA, donc c'est très peu cher. 60 en PE et 9 en price free cash flow. Bon, alors le PE, à mon avis, il y a peut-être un exceptionnel, hein, qui vient attaquer le résultat net, mais c'est du non-cash, hein, puisque en fait, les free cash flow sont bien plus élevés, sont 7 fois plus élevés. Donc, à mon avis, on est quand même très décoté sur cette boîte. On a presque une décote sur actifs tangibles. En fait, on est sur la valeur des actifs tangibles. C'est quand même industriel, ce genre de boîte. Donc, les actifs tangibles ont quand même une vraie valeur. Donc, bon, on n'a pas de marge de sécurité à ce niveau, mais presque. Et ensuite, on a une rentabilité par contre qui est très faible. Donc, il faut expliquer pourquoi la rentabilité est faible. Après, ici, on est sur au numérateur, c'est l'EBIT du coup. Donc, non, alors c'est pas de l'EBIT parce que c'est l'EBIT après taxe. Donc, on est plutôt sur le profit opérationnel après taxe. Ce profit opérationnel après taxe, il a pu être impacté justement par des taxes ou par autre chose qui fait que cette rentabilité a l'air optiquement basse et pareil pour les fonds propres. Vraiment les fonds propres, hein, puisqu'on voit que le résultat net est bas. Donc ici, il faut les regarder. Idéalement, ce qu'il faudrait regarder, ça serait un calcul de rentabilité, mais pas en termes de bénéfices, mais en termes de free cash flow. Donc free cash flow numérateur divisé par les capitaux investis. Je pense qu'à ce niveau, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de 10% et au-dessus. Donc je pense pas qu'il y ait un problème de rentabilité en réalité et que ce ROIC est plus élevé que ça. Donc bon, c'est pas si mal, à mon avis. Il faut aller lire les rapports financiers sur ce petit dossier, mais c'est très décoté. C'est pas le genre de business sur lequel, c'est pas très sexy, mais c'est le genre de petit business, value qui, en fait, c'est un marché de niche sur lequel il y a en général peu de compétition parce que les marges sont très faibles et dans ce cas-là, bah, en fait, il y a pas d'entrant qui vient aller chercher le marché parce qu'il sera pas profitable donc bah, celui qui est en place, l'acteur qui est en place, lui, il est quand même un peu rentable et il s'en sort très bien. Donc ça peut être un dossier tout à fait intéressant. On a un exemple de dossier similaire, beaucoup plus gros, qui est de Richebourg, hein, qui est positionné à peu près sur le même créneau. Entre autres, hein, ils ont d'autres activités qui s'en sortent très bien. Voilà pour cette revue des dossiers que vous m'avez demandé pour analyse. Je vous rappelle, si vous souhaitez rejoindre le canal Telegram, le lien se trouve dans le commentaire épinglé et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.